Est-ce qu'on peut trouver des perles un peu des fois? Les clients, ils ne me l'ont pas signalé. Mais bon, la perle, c'est les huîtres, quoi. Je vous répète, nos huîtres de Camargue, c'est les meilleures du monde. Les beaux jours sont là, le déconfinement aussi. Made in Marseille a eu envie de sortir un peu de la ville pour partir à la découverte du territoire. Suivez-nous, on vous amène sur les routes de Provence. Alors donc là aujourd'hui on part vers l'ouest de Marseille, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, aux portes de la Camargue. Alors c'est vrai que souvent quand on parle de Camargue, on parle de Salins, on parle de taureau, on parle de flamand rose, mais aujourd'hui on va voir qu'il y a d'autres produits du terroir assez méconnus. Bonjour Loïs. Comment vas-tu Loïs? Ça va, on bosse. Et aujourd'hui c'est collage. C'est une des phases des plus importantes dans l'élevage de nos huîtres, de faire le collage mais de le faire bien. Je pense que tu vas mettre la main à la pâte. Aïe, aïe, aïe. C'est des bébés huîtres en fait? Alors ça c'est les bébés huîtres. C'est uniquement chez nous des huîtres nées à la mer. D'accord. Parce que tu sais que dans le cahier des charges de l'huître bio, on peut utiliser que des huîtres nées à la mer. J'attrape un peu les... Donc ça c'est l'huître. Il faut savoir que quand elle naît, elle s'accroche à un endroit et elle va faire toute sa vie au même endroit, l'huître. Du coup, pas vraiment comme toi, Maria? Tu l'as remarqué, ça y est. Alors, je suis d'origine espagnole. J'avais 25 ans quand je suis venue en France. Je n'étais pas du tout dans le métier de l'ostréiculture. Je suis institutrice de formation. C'est parfait pour m'apprendre à être ostréiculteur, ça. Voilà. Alors, il était dans le métier de la mer, mon mari. Et bon, on a créé notre petite entreprise depuis 1995. Mais on est ostréiculteur que depuis 2014. L'huître, est-ce que c'est vraiment un produit du terroir camarguais, provençal? Alors, à l'état sauvage, il y a toujours eu des huîtres, mais pas de l'élevage. L'élevage, il y avait uniquement des moules. On a connu la mondialisation, nous aussi, dans notre secteur, et il a fallu trouver des solutions pour que les exploitations continuent à être rentables. Alors, par contre, Loïs, c'est le côté maîtresse qui ressort là. Ah. Il faut que je vous reprenne. Vous nous les avez collés à l'envers. Non. Oui, et il ne faut pas que l'huître soit collée à l'envers. Parce que manger à l'envers, c'est pas très pratique. Hop. C'est mon premier jour. Hein. Mais ça arrive au début. Hein. Il y en a combien là déjà? Sur une corde, on colle environ 80 huîtres, alors que les confrères qui ne font pas du bio, ils collent beaucoup plus, environ 130. De cette manière-là, elles sont bien à manger, elles se développent bien. Nous, la rentabilité, on ne l'obtient pas par la quantité, mais par la qualité. Parce que, d'accord, on en a moins d'huîtres sur une corde, mais on a une qualité excellente. Je ne vais pas être prétentieuse et dire que c'est le meilleur du monde, mais je le pense fortement. Vous nous direz si vous êtes d'accord avec moi. On va les faire déguster. Ah, hein. On peut passer à cette étape tout de suite ou pas? Tu es bien impatient. Alors là, maintenant, on en a déjà des huîtres et des prêtes qu'on va mettre sur le bateau pour aller les pendre à la mer. Je te mets à contribution. J'espère que je serai payé. Eh mais oui, quand même. Bon, ça y est, tu m'as déjà donné chaud. Ça, c'est des huîtres qui sont mortes ou cassées. Donc, on va les rejeter à la mer. Ça a un rôle parce que les poissons, ils vont venir manger tous ces restes-là. C'est du compost maritime. Exactement. Ça a un rôle vraiment dans le milieu. Et du coup, là, en fait, ce petit port, c'est quoi? C'est la zone des métiers de la mer. Donc, les ostréiculteurs ou mytiliculteurs, nous sommes regroupés ici. C'est un port de coworking, quoi. C'est exactement. Alors ça que tu vois là, c'est la Camargue. Donc on a quand même un beau bureau. Et quand on va sortir tout à l'heure à la mer, tu vas voir, on a les flamands, on a les cygnes. On est dans l'enceinte du parc régional de la Camargue. Et on est classé aussi Natura 2000. Voilà. Alors ce qu'on va faire, tu as vu les huîtres qu'on a préparées à terre? Et bien maintenant il faut les mettre à la mer. Tu fais les toréadors. Olé. Tu envoies, voilà. Tu fais un nœud, une boucle, tu la passes à l'intérieur et tu serres. Comme ça? Non,
Tu es en dessous. Tu fais une boucle. Et là, je rentre là-dedans. Exactement. Tu t'en es bien sorti. Menteuse. Là, du coup, elles vont rester combien de temps? Elles vont rester entre 10 et 12 mois. On a énormément de chance ici en Camargue parce qu'on a l'apport d'eau douce du Rhône qui fait une eau saumâtre et le plancton se développe très très bien. Et ça nous donne une qualité d'eau vraiment extraordinaire. Et alors justement, pour parler de la qualité d'eau, là tout à l'heure tu nous expliquais qu'on est ici dans le parc régional de Camargue. Et en même temps, il y a ce petit paradoxe où on est aussi proche d'une zone industrielle. Justement, par rapport à ça, on est hyper contrôlé. Le laboratoire du département ainsi que l'Ifremer font des analyses d'eau hebdomadaires. La qualité de l'eau, c'est une des meilleures de France. De France? De France, absolument. On n'a jamais eu des arrêts biologiques comme il y a dans d'autres secteurs. Grâce au Mistral et à la courantologie qui est assez importante, la qualité de l'eau, elle est extraordinaire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'une huître est biologique ou non? Déjà, il faut que ça soit des huîtres nées à la mer, indispensable. Après, on a le critère de la densité. On fait des cordes beaucoup moins denses que nos confrères qui ne font pas du bio. Et aussi les critères des analyses. On fait beaucoup plus d'analyses pour justement prouver la qualité de l'eau et du produit, parce qu'on fait des analyses aussi sur la chair. Ces trois critères, c'est les plus importants dans le cahier des charges du bio. Vous voyez toute la biodiversité qu'il y a dans le coquillage. Bébé moule, bébé crevette. Exactement. Mais ces bébés moules, quand elles sont un peu plus longtemps sur les huîtres, elles grossissent. Et c'est ces moules-là que nous on récupère pour faire nos moules bio. Ça, c'est la dernière face. Ça s'appelle un pochon, où on met les huîtres pour les affiner. Les huîtres, quand on les détroque, elles sont stressées parce qu'elles sont passées au petit détroqueur. Donc il faut les remettre en bonne condition. Ça stresse une huître alors? Ah oui. Il y a des burn-out d'huîtres? La plus grosse mortalité dans le coquillage, c'est le stress. C'est pour ça, nous, dans les petites cages, là, dans les pochons, on les remet pour qu'elles se refassent. Ça veut dire que l'énergie de l'huître, au lieu de continuer à pousser, elle va se creuser pour faire de la chair. Et ça nous donne un taux de chair vraiment important. Est-ce qu'on peut trouver des perles un peu des fois? Les clients, ils ne me l'ont pas signalé. Mais bon, la perle, c'est les huîtres, quoi. Je vous répète, nos huîtres de Camargue, c'est les meilleures du monde. On va en ouvrir quelques-unes pour les déguster. Vous voulez l'ouvrir vous-même? Ah, surtout pas. Non. Bon, on va appeler les spécialistes. Daniel, viens, tuto ouverture d'huîtres. L'objectif, ça va être de couper le nerf aux 2/3 de l'huître sur la droite. On rentre et c'est l'huître qui bouge, qui vient s'empaler sur le couteau. Ça évite de finir aux urgences le soir du réveillon. Je vais faire levier pour voir mon huître. Et là maintenant, je viens couper le nerf. On vient racler. Là, la chair, elle est énorme. Et là, on voit bien que c'est une huître qui est naturelle parce qu'on voit qu'il y a une petite laitance qui se fait. On est au tout début de la ponte. C'est la meilleure manière de voir qu'une huître est naturelle. Tiens, Loïs. Tout ce reportage, je l'ai quand même organisé pour ce moment. On sent la mer. Je te laisse participer à la biodiversité de la zone. Alors maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va à la dégustation. Et est-ce que l'idée, à terme, c'est de faire de l'huître camarguaise un vrai produit phare reconnu? C'est exactement ça, Louis, on est en plein dedans. Donc nous, on veut vraiment que, quand on pense à Camargue, on pense à l'huître également de la même manière qu'on pense au taureau, aux chevaux ou aux flamants roses, par exemple. Les huîtres de Camargue commencent vraiment à se faire une belle place dans des belles tables aussi. On travaille avec quelques chefs étoilés. C'est la plus belle récompense qu'un producteur puisse avoir, c'est d'être sur ces tables-là. Alors ce vin, il est d'un domaine à côté de chez nous. On cherchait un vin bio. Comme c'est un très bon vin, on a décidé de garder notre partenariat avec le domaine de l'Attilon. En plus, c'est quelqu'un de super, monsieur Desroux. Il est juste à côté. Mais on peut aller le voir? Ben, si tu veux. Je vais aller le voir. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ma première journée de stage? On aura besoin de main-d'œuvre extra pour cet été. Si tu es dispo, on t'embauche. Tu nous laisses le CV? Promis. D'accord. Santé. À la vôtre.
du coup, il fallait choisir entre goûter le vin ou conduire. Je ne conduis pas, mais on a choisi d'aller quand même jeter un œil à ce domaine qui est pas si loin que ça, en pleine Camargue. Et bonjour Brice. Et bonjour Louis. Ça va? Maria Nieves nous a parlé de vous, on s'est dit qu'on allait faire un petit crochet pour essayer de voir d'où venait ce vin qu'elle nous a fait déguster. Ici c'est le domaine Attillon, un nom un peu curieux qui tient au fait que le Rhône sans doute autrefois avait des méandres et créé des îles ou des îlons. Donc on est en Camargue, une Camargue assez atypique. Justement quand on pense Camargue, des fois on pense pas forcément coquillage, on pense pas forcément au vin. C'est exactement ça. Les images de la Camargue, c'est les flamants roses et les taureaux, mais on est vraiment au cœur et au creux de la Camargue. On vient de restaurer ce vieux mas dont on a trouvé des traces du XVe siècle. Et à quelle époque le vin est entré sur le domaine? Visiblement, il y a toujours eu du vin ici à l'Attillon. Allons les voir ces vignes alors. Allez, on va les voir. Du coup, vous avez des liens avec Maria Nieves et Daniel qui sont des liens aussi sur la conception de l'agriculture autour du biologique. C'est mes parents qui sont passés en agriculture biologique en 1983. Quand c'était pas encore la mode. C'était pas encore la mode. Mon père venait d'acheter une terre pour agrandir un peu le domaine. Il se souvenait de ce que ses grands-parents pouvaient vivre et il s'est dit il faut qu'on retrouve un certain bon sens dans la manière de mener des cultures. Et je raconte souvent des gens que vous connaissez, Daniel et Maria par exemple. Daniel dit l'agriculture biologique, c'est déjà le fait pour nous que nos huîtres elles soient nées en mer. Voilà, c'est au coin du bon sens, quoi. Nous, pour la vigne, c'est exactement la même chose. Comment on peut être à l'écoute de la nature, comment on peut aussi la conduire pour lui permettre de s'épanouir de manière à ce qu'elle puisse exprimer au mieux un terroir. Vous savez, un des principes de l'agriculture biologique, par exemple pour la vigne, c'est qu'il n'y a rien de curatif. C'est-à-dire que demain, la vigne est malade, eh ben, on ne pourra pas la soigner. Donc, il faut qu'on soit attentif pour qu'on puisse la préserver, pour qu'on puisse la protéger. Et ça, c'est un principe qui pourrait nous appeler à une certaine méditation aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre, qui appelle à une certaine prévention, une certaine attention au monde dans lequel on est. Ça, je crois que c'est un principe d'agriculture biologique. La nature du sol, elle est toujours importante parce que la vigne a des racines qui vont très très loin. Vous savez, on dit toujours qu'on devient ce qu'on mange. Et la vigne, elle va se nourrir de tout ce qu'elle va puiser dans la terre. Voilà, c'est le Rhône qui a charrié tout ça. Et le Rhône, c'est ce fleuve qui nous traverse, qui traverse d'abord l'histoire, qui apporte aussi ce qui vient de plus loin, et puis qui part vers la mer. Nos amis Maria et Daniel, ils sont au bout du Rhône, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. J'aime bien parfois me poser et puis me laisser interpeller par tout ce que le Rhône peut nous apporter.